Alex, on a encore reçu un détective club tout pété là, regarde. Ah mais attends, mais moi c'est pareil. Le roi il a pris un poc de fou. Oh mais ils font quoi les livreurs là? C'est pas possible. Ah non, c'est genre trop relou quoi. À chaque fois c'est la même chose. Ah, regardez. Oh, j'ai un puzzle tout abîmé, ils nous ont livré. Mais il est éclaté. C'est plus ce que c'était hein. On dirait que quelqu'un s'est assis dessus. Les services de livraison. Bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. En commençant cette vidéo, salut Antoine. Et salut à tous. J'ai failli l'oublier celui-là. En commençant cette vidéo, le concours, bien évidemment, pour gagner un Triqueta. Le concours c'était sur Focult, on avait mis un petit commentaire, enfin Antoine avait nommé un petit commentaire, il fallait deviner le film. Et c'est donc toi, le nom s'affiche actuellement, si je dis pas de bêtises, c'est Julie Estival. Tu gagnes grâce à ton commentaire, tu as bien trouvé, le jeu c'était 3, enfin le jeu. Le jeu c'est Triqueta, le film c'est donc 3 qu'il fallait trouver et non pas Bullet Train comme on a pu le voir très souvent. C'était bien 3. Et donc voilà, tu remportes cette petite boîte, donc tu la recevras d'ici peu. Sauf si tu es de Bordeaux, dans ce cas-là, tu nous contactes et du coup tu passes à la boutique et on t'offre directement le Triqueta. C'est ça, tu nous contactes, si tu passes tant mieux à la boutique, tu le récupères, sinon on te l'envoie, il n'y a pas de souci. On commence la vidéo de suite après le concours avec les retours en stock. Hop, magie! Quel homme! Retour en stock de Detective Club, super jeu pour on va dire une autre proposition par rapport à tout ce qui est proche de Dixit, d'interprétation de cartes. C'est très très cool Detective Club parce que ça rajoute beaucoup de bluff et d'interaction entre les joueurs. Donc ça c'est très très bien. Si vous ne connaissez pas Detective Club, je vous le conseille fortement. Et maintenant, après les retours en stock, on passe aux nouveautés. On va commencer de suite avec Fauna, qui n'est pas tout à fait une nouveauté, je sais, je vous entends derrière. C'est effectivement une réédition Fauna, donc ça nous vient de chez Atalia. C'est un jeu de Friedman Friese. Je vais y arriver, toujours des jeux en F, si vous le notez. Enfin, parfois non, en fait, comme s'il est allemand, parfois les noms en allemand sont bien en F, et parfois en français, les traductions ne marchent pas. Mais le plus souvent, il s'arrange quand même en français pour avoir des noms qui commencent par F, parce qu'il y tient. C'est un jeu d'environ 1 heure, pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans on va dire, parce que c'est quand même un jeu de culture G entre guillemets, et plutôt, comme vous pouvez le voir par rapport à l'image et par rapport au nom, sur la faune du monde entier. Et donc c'est un jeu, hop, dans lequel on va avoir un plateau. On va avoir sur ce plateau plusieurs choses, notamment la carte du monde avec les différents pays, différents continents. On va avoir en dessous des espèces de petites réglettes ici qui sont en fait le poids, la taille et la longueur de la queue des animaux. Pourquoi? Parce qu'ici on va poser des questions sur des animaux. En fait, à chaque tour, il va y avoir une carte qui va être proposée. Ici par exemple, ça doit être le zèbre. Et le zèbre, on vous dit, selon vous, donc en commençant par le premier joueur, où est-ce qu'il peut se situer dans son habitat en fait dans le monde, où est-ce qu'il se situe le plus, quel poids il fait, quelle taille il fait et quelle est la longueur de sa queue. Et donc vous, chacun votre tour, vous vous positionnez, vous posez vos petits cubes de couleurs à différents endroits, que ce soit pour les différents types de critères. On va se placer, vous avez le droit d'en placer qu'un seul. Si vous êtes sûr de vous, vous dites moi je suis sûr de ça, après le reste j'ai pas envie d'y aller. Mais il peut y avoir de la prise de risque, c'est ça qui est cool. Donc vous pouvez vous placer en vous disant je pense qu'un zèbre quand même ça va faire au moins 10, 15 kg, 20 kg, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ça fait peut-être 2 tonnes, aucune idée. Vous vous y placez. Et ensuite, une fois que tout le monde s'est placé, on va révéler la carte et du coup on va regarder. Et donc en fonction de où vous êtes placé, si vous vous êtes placé juste, c'est-à-dire vraiment la bonne réponse par rapport aux habitats et à tous les autres critères, vous allez marquer un certain nombre de points. Généralement, ces conséquences, c'est genre 7 ou 6 points, si vous êtes vraiment juste. Si vous êtes sur des cases voisines, par exemple, je sais pas, vous avez mis en Afrique du Nord, et puis au final, c'était juste un peu à côté, vous gagnez quand même des points, mais ils sont plus minimes. Donc, c'est des fois de la culture, et des fois, c'est de la prise de risque, c'est de l'à peu près. Des fois, on se dit, je pense que c'est dans cette zone-là, donc je vais y aller, ça passe ou ça casse. Une fois qu'on aura marqué nos points tout au long ici, ça risque de déclencher une fin de partie. Pourquoi? Parce que du coup, quand un joueur, en fonction du nombre de joueurs, quand un joueur va atteindre un certain palier, ça va enclencher la fin de la partie, et c'est celui qui a le plus de points évidemment qui l'emporte. Vous allez avoir une prise de risque aussi qui est importante, parce que à trop placer de cubes, parfois vous faites beaucoup d'erreurs, et les cubes qui ne marquent absolument aucun point, 0,
vous les perdez ces cubes là. Et donc au début on n'a pas beaucoup de cubes pour miser, donc il faut essayer peut-être de les conserver judicieusement. Voilà, ça c'est pour les règles de Fauna. Je trouve que c'est une belle proposition pour les jeux de culture G. On a un peu ça dans la gamme avec BioViva, on a un peu ça avec le Timeline un petit peu, il y a tout ce qui est TTMC aussi qui est un jeu de culture G. Et je trouve que c'est une très belle proposition de retrouver Fauna en boutique. J'ai plus du tout idée de la date de sortie des anciennes éditions, mais c'était quand même un vieux jeu, mais qu'au final on peut le voir, est toujours d'actualité. Donc c'est très cool de retrouver Fauna en boutique. Là on va enchaîner non pas sur un gros morceau, mais sur un jeu que j'apprécie particulièrement pour le concept, on va dire, pour l'originalité. C'est Hunch. Hunch, c'est un jeu de Nomas Curnia. C'est illustré par Isabelle Bollman. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. Je pense que c'est une demi-heure la partie. Alors je dis je pense parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais globalement c'est pas très long. Ouais, c'est ça, une demi-heure, 1 heure. Ça va dépendre du nombre de joueurs. On peut dire 10 minutes par joueur. C'est à partir de 10 ans. Hunch, comment vous l'expliquer sans vous faire peur? Je pense que c'est déjà une proposition pour vous accrocher un petit peu. C'est une proposition pour tous les joueurs qui aiment les jeux de mots, les jeux de déduction, un petit peu à la Codenames, à la Decrypto, mais en plus subtil, vous allez voir, parce qu'en fait ils l'ont très bien résumé ici. Trouve mes mots avec tes indices. Parce qu'effectivement dans Hunch, en fait on aura chacun 3 mots à faire deviner aux autres joueurs. Et en fait, ces mots-là, on les aura choisis au préalable par rapport à tous les mots qui sont au centre. Donc on a un tableau de cartes au centre de la table, et ça compose en tout, chaque carte comporte 3 mots, il y a une douzaine de cartes, donc on a 26 mots, et au choix, on en choisit. Et c'est ces 3 mots-là que je vais devoir essayer de faire deviner. Et je vais devoir également trouver ceux des autres. L'idée, c'est que à chaque tour, je vais récupérer en fait des cartes d'indices, et ces indices-là, ils ont des thématiques. Là, par exemple, on voit qu'il y a une thématique jeu, il peut y avoir des thématiques de questions, est-ce que c'est bon, par exemple, il peut y avoir des thématiques de films, des thématiques de maladie, voilà. Donc c'est vraiment un tout petit truc qui est marqué ici, un petit peu en gris, pour vous thématiser un peu l'indice. Ça, c'est un thème d'indice. Moi, je vais écrire un indice qui est en lien avec la thématique. Donc là, par exemple, la thématique, c'est jeu, donc je vais écrire Hunch, ça peut être un indice. Donc je regarde un peu la thématique, je regarde surtout les mots visibles ici en me disant quels sont potentiellement les mots que les autres joueurs vont essayer de me faire deviner. Je vais écrire un indice qui peut, eux, les aider. Je sens que je vous ai déjà perdu, mais c'est pas grave. Ensuite, les indices que j'ai écrits, je vais les révéler, et chacun notre tour, en fait, on va pouvoir proposer ces indices-là aux enchères. C'est-à-dire, si je pense qu'Antoine doit faire deviner poulpe, par exemple, tiens donc. Et je vais mettre, si ma thématique c'est est-ce que c'est bon, je vais dire ah non, c'est franchement pas bon. En tout cas pour moi, je vais dire c'est pas bon. Et du coup, je vais ensuite révéler mon indice, et Antoine va se dire ah, cet indice-là il est vraiment top, j'aimerais bien l'avoir. Et dans ce cas-là, c'est des enchères. Donc on a au début 5 de jetons de mise, et on peut dire par exemple, moi, c'est à toi Antoine, est-ce que tu veux mon indice? Il va dire moi je te le prends pour 3. Alice elle dit ah non, moi ton indice j'en veux pas, ça pue. Un autre joueur va dire ah moi je veux bien pour 4. Antoine va dire ah mais il est quand même bien son indice, donc allez je mise pour 5. Bon, 5, personne n'en veut, il n'y a qu'Antoine qui le prend, il me donne 5. Et il prend l'indice, du coup est-ce que c'est pas bon, enfin est-ce que c'est délicieux? Non, du coup c'est pas bon. Une fois que j'ai aussi proposé mon deuxième indice, une fois que tous les indices ont été achetés à droite à gauche, du coup ces indices-là, quand on les récupère, on les pose en face des mots qu'on essaye de faire deviner. Et c'est là où les joueurs vont essayer de deviner votre mot en fonction de l'indice que vous avez acheté. Donc plus l'indice est bon, plus du coup ça va permettre de faire deviner vos mots. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste que comme il y a des phases d'enchère, de créativité par rapport à l'indice que vous avez donné, et aussi parce que vous allez devoir gérer votre argent pour acheter les bons indices, donc les autres joueurs doivent vous trouver des bons indices pour vous faire deviner vos mots, ça devient du coup plus subtil. Mais c'est ce qu'on pouvait trouver difficile, notamment dans Decrypto. Dans Decrypto, souvent on ne comprenait pas, c'est un jeu d'équipe, mais dans chaque équipe il y a un joueur qui tente de faire deviner un code à travers des mots. Quand on explique ça, souvent on est perdu. Mais je trouve que là, Hunch, au final, il trouve sa place parce qu'il offre une proposition encore un peu plus spéciale dans tous ces jeux de déduction de mots. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi mes explications. C'est compliqué à expliquer, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui peut trouver sa place. Au bout d'un tour, on a compris en vrai. C'est ça en fait. C'est ces jeux un peu galères à pitcher qui sont pourtant très simples. Exactement, je pense qu'il suffit juste de l'expliquer en jouant. C'est ce qu'on peut faire ici, et à ce moment-là, ça devient limpide. Je vous laisse avec Alice pour l'explication de Lotarom. Le micro. Ah pardon, c'est vrai. Oui, on a des petits problèmes de micro. L'autre, il fait des bzzz très très moche et embêtant. Donc du coup, on reste qu'avec un en ce moment. On verra ce qu'on fait. Donc voilà, là, on va faire un relais de micro. Salut! Coucou Antoine. Hello. Je suis là pour vous présenter Lotarom, Lotaromé, ce que vous voulez, Veni Vidi Divisi. Voilà, ça c'est une nouvelle interprétation de cette fameuse citation. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on va faire des lots.
C'est fou, ça s'appelle lota, hein, comme des lots un peu, vous voyez le... On va faire des lots pour en fait composer son empire devant soi en agençant des petites tuiles comme ça. Ça va scorer de manière assez simple. Vous allez récupérer des paysages et des petits bâtiments dessus. Et en gros, bah, vous allez scorer par exemple... Si vous avez un bâtiment jaune qui est soit sur une case jaune, soit adjacente à une case jaune, et ben vous allez scorer le nombre de cases jaunes reliées à ce bâtiment fois le nombre de bâtiments. Donc là j'aurai 1, 2 fois 1. Voilà. En gros, vous essayez de faire correspondre vos types de bâtiments que vous allez récupérer, je vais vous expliquer comment, avec les mêmes couleurs de parcelles de terrain. Voilà, c'est tout. Donc vous faites de la collection, vous essayez d'agencer évidemment le plus de tuiles possible, collées au plus de bâtiments cohérents avec. Comment ça se passe? Eh bien, on va se passer des petits lots, donc on a chacun notre petit paravent très secret. On a chacun une carte différente, asymétrique, de petits bâtiments que vous utiliserez pour les 4 manches avant la fin de la partie. C'est très bien fait, c'est très clair. Voilà, vous avez 4 manches et à chacune des manches, vous allez utiliser 2 bâtiments. Vous allez aussi avoir votre petit tas ici et à chaque manche, eh bien, vous allez révéler 5 tuiles de votre pile et vous allez poser les 2 bâtiments de votre ligne de bâtiments de la manche en cours sur les premières tuiles que vous avez tirées. Donc moi j'ai tiré dans ce sens là, j'ai mis mes 2 bâtiments sur les 2 premières tuiles. Ça, je peux pas le contrôler. Ensuite, une fois que tout le monde a vu ce que les autres vont avoir dans ce tour comme couleur et comme bâtiment, on va planquer tout ça derrière notre paravent et on va créer des lots. Donc on va devoir créer 2 groupes forcément. Vous pouvez créer un groupe de 5 et un autre de 0, mais en gros à chaque fois le plus petit lot que vous allez composer ira avec une petite gemme. Les gemmes, ça vous fait des points de victoire, entre autres. Mais vous pouvez aussi juste faire un petit lot, là je pourrais faire ça, hop là, quoique en fait faire des lots c'est un dilemme, parce que ces lots vous allez les proposer à votre voisin, ça dépend, vous allez inverser le sens à chaque manche, mais là ici je vais le proposer à mon voisin de gauche, vous voyez je lui tends mes petites tuiles. Voilà, donc je vais proposer à mon voisin, hop, tout le monde a fait ses lots, on affiche, et je propose à mon voisin ces 2 lots. Donc à chaque fois, le plus petit lot, comme je vous ai dit, est offert avec une gemme, c'est cadeau. Le voisin va choisir parmi vos 2 lots, vous choisissez parmi les 2 lots que votre voisin vous a passé, etc. Donc tout le monde fait ça, et celui qui prend, cool, il le prend, et ce qui vous laisse, vous le prenez pour vous. Et c'est là où vient tout le dilemme, parce que vous allez faire des lots qui vous arrangeraient, mais que vous espérez que l'autre ne va pas vous prendre, mais en même temps du coup il faut éviter de faire des lots trop intéressants, parce que forcément il va vous le prendre, et vous aussi vous le vouliez. Donc voilà, c'est tout un dilemme de ce truc de j'aimerais prendre ça, mais si c'est trop intéressant c'est lui qui va me le piquer, et en même temps le contrer en voyant qu'il est en train de faire justement une grande zone de violet. Donc je vais éviter de lui donner des parcelles violettes et ou des bâtiments violets, parce que ça pourrait l'aider. Donc en gros c'est un jeu très simple, parce que vous faites juste 2 petits lots, mais plein de dilemmes de comment vous composez ces lots. Donc tout le monde va agencer comme ça, ces petites tuiles. On n'a bien évidemment jamais le droit de repositionner nos tuiles une fois que c'est posé, ni les petits bâtiments. Et on fait ça à 4 tours, à chaque fois on va inverser, et voilà, c'est tout. Hein. Au bout de 4 manches, vous scorez, sachant que les petites pierres, plus vous en avez, et plus ça fait de petits points. Voilà, c'était Lotarum. C'est très simple, mais en vrai, vraiment cette notion de dilemme, c'était très intéressant. Les petits lots et tout ça, vraiment, on a bien aimé. C'est une sorte de pas en chair, mais voilà, c'est lot, comme le dit le nom. C'est vraiment le cœur de stratégie de ce jeu. Et c'était un jeu à partir de 8 ans, 2 à 5 joueurs, 15-30 minutes de jeu. Et pour l'auteur, eh bien, il est planqué, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Evgeny Petrov et illustré par Irina Pechenkina. Voilà, je laisse la main à qui veut.
On continue avec la prochaine nouveauté, Jeanne d'Arc Orléans Draw and Write, un jeu de Rainer Strawhausen et de Ryan Hendrickson. C'est une version, alors pas tout à fait Draw and Write de Orléans, mais c'est marqué dessus. Si vous ne connaissez pas Orléans, allez directement dans votre boutique la plus proche, allez acheter Orléans, jouez à Orléans parce que c'est le meilleur jeu de bike building et de gestion d'ouvriers qui existe. Maintenant que vous avez joué à Orléans, parce que c'est ce que vous venez de faire actuellement, vous avez repris la vidéo, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, 45 minutes de partie à partir de 10 ans. On y retrouve l'iconographie, la base un petit peu du jeu de plateau Orléans, avec la ville ici, et ces différents endroits, on va pouvoir passer par des routes, des chemins maritimes, etc. pour aller justement construire certaines choses. Ici, on va avoir tout ce qui est gestion d'entrepôts, de ressources, d'argent, et le gros point fort du jeu de base Orléans, c'est tout ce qui est bike building. Ici, on va pas l'avoir, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui va être remplacé par le bike building, c'est plutôt le côté draft. En fait, ici, il y a un sac avec des jetons dedans, on retrouve d'ailleurs les mêmes partisans, les mêmes ouvriers qu'on avait dans le jeu de base. Si ce n'est que maintenant, en fait, vous allez en piocher un certain nombre. En général, c'est plutôt 5. Vous en piochez 5 et après, on va chacun en récupérer 1 ou 2, ça dépend du nombre de joueurs. Et en fait, et c'est la particularité d'Orléans, c'est qui est cool, chaque ouvrier a une petite spécialité entre les fermiers, les chevaliers, les marchands, enfin il y a plein de métiers différents. Et en fonction de ce que vous récupérez, vous aurez différentes choses ici, non pas à récolter, mais sous forme de coches. En fonction, vous allez pouvoir récupérer de l'argent, qui est très important pour pouvoir construire notamment des bâtiments. Vous verrez qu'ici, il y a en fait un tableau de cartes que vous aurez entre des bâtiments de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Vous y aurez accès évidemment de manière croissante. Et ces différents bâtiments en fait vous octroient différentes compétences particulières en fonction de l'ouvrier que vous récupérez. Ces bâtiments-là, ils vous coûtent de l'argent. L'argent, vous en récupérez notamment quand vous allez vous déplacer en ville grâce aussi à des ressources. Donc quand vous vous déplacez grâce à différents personnages, vous vous déplacez sur des routes. Ce faisant, vous allez gagner des ressources et rejoindre différents endroits de la ville, ou alors sur des chemins maritimes, qui permettent aussi de recevoir différentes ressources. L'intérêt d'aller chercher ça, ces différents bâtiments, d'y construire des comptoirs, si je ne dis pas de bêtises, c'est que ça vous permet de multiplier vos points en fonction des partisans que vous aurez collectés en dessous de cette piste-là. Parce qu'effectivement, il y a un petit bonhomme, je ne sais plus lequel, je crois que c'est un religieux, qui vous permet en fait d'augmenter sur cette piste, qui vous permet d'acquérir justement des points de prestige, mais également des partisans qui vous feront un bonus de points de victoire en fin de partie. Il y a plein de petites choses ici à développer au niveau des ressources, des entrepôts, etc. Tout ça, ce côté un peu gestion, on le retrouve beaucoup dans ce jeu-là, comme il y avait dans Orléans. Et donc, c'est un jeu qui va retrouver cette sensation un petit peu de gestion d'ouvriers, comme je disais, de Orléans, mais sous version plutôt Draw and Write. Voilà pour Jeanne d'Arc Orléans Draw and Write, et c'est au tour d'Antoine à qui je vais passer maintenant minutieusement ce petit micro. Voici Antoine. Ça doit être très chiant parce que ça doit faire... Oui, c'est pour ça, je vais le garder en main comme ceci. Salut à tous, et donc on continue cette vidéo avec AOC, Age of Champagne, un jeu de Christophe Poy, Franck Rubarbe et Cyril Lefranc, 3 personnes qui ont travaillé justement dans le domaine du champagne et qui ont décidé de faire un jeu de société sur cette belle thématique. C'est un jeu expert, donc à partir de 14 ans, on peut y jouer en solo jusqu'à 4 personnes pour une demi-heure de temps de partie par personne. Et oui, ça reflète un petit peu grâce à cette superbe charte graphique qu'on va retrouver sur l'ensemble du matériel, qui fait un petit peu ardoise de bistrot. Et je trouve ça très thématique, en plus d'être très élégant, et ça met en avant les informations. Donc bon, moi j'aime bien la petite charte graphique. On va donc avoir un grand plateau central, on va donc avoir un plateau individuel comme ceci. Donc dans Age of Champagne, vous allez hériter d'un domaine viticole, de champagne, et vous allez essayer de le faire prospérer. Comment est-ce que ça va fonctionner? En début de partie, il va y avoir un petit peu d'asymétrie, puisqu'il va y avoir des cartes d'héritage comme ceci que vous allez récupérer, qui vont vous donner quelques petits avantages de départ que les autres joueurs n'auront pas forcément. Et ensuite, c'est très simple, nous allons jouer en 10 tours, donc on va avoir 2 moyens de compter les tours qui reviennent à peu près au même. Ici, on va avoir un deck de cartes événements, et donc à chaque tour, on va tirer une carte événement. Il y en a 10, lorsque l'on a fait les 10, c'est que c'est la fin de la partie. Si vous ne voulez pas mettre les cartes événements parce que ça crée un peu trop de chaos, d'aléatoire, ça vous plaît pas trop, vous avez le choix, vous avez simplement un petit compte tour classique ici, il n'y aura pas de les événements en jeu. Hop là. Comment est-ce que ça fonctionne? Un tour, une manche, ça va être très très simple. On va avoir nos petits ouvriers sous cette forme comme ceci. On va pouvoir aller se poser chacun notre tour sur les différents lieux. Alors chacun notre tour, il va y avoir un ordre qui va être défini de ce côté-là
par nos chefs, ça c'est vos chefs, et donc voilà, ils sont en position 1, 2 ou 3 pour 3 personnes par exemple. Et puis une fois qu'on aura posé tous nos personnages, là je le fais pas nécessairement, on va faire les actions dans l'ordre, on va aller résoudre les différents lieux comme ceci, donc de 1 à 8. Je vous les explique rapidement. Une fois que vous aurez vu toutes ces actions, vous aurez vu un peu pas l'intégralité mais vraiment les grandes lignes du jeu. Ici vous allez pouvoir récupérer des cépages en fait, tout simplement, enfin des vignobles plus précisément, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais pas me risquer à trop suivre les termes techniques parce qu'il y en a quelques-uns dans le jeu, ils sont pas non plus envahissants, très honnêtement. Ça peut arriver dans certains jeux qu'il y ait trop de termes techniques et on s'y perd. Là on comprend quand même quand on joue de quoi il s'agit. Donc on va pouvoir récupérer des cartes. Ces cartes, vous allez les placer en collection comme ceci, d'un même type de vignoble, et puis en fin de partie vous verrez que ça peut faire des points. Ils vont, ces vignobles, vous donner comme ceci des petits raisins. Donc il en existe de 3 couleurs, vous avez les cubes noirs, jaunes et bleus. Donc les jaunes c'est le chardonnay, le bleu c'est les meuniers, et les noirs ce sont les pinots noirs, et ça va vous servir tout ça à faire vos vins. On va voir ici, hop là, qu'on va pouvoir augmenter notre capacité de pressage avec cette action là. Et bien vos raisins, vous allez les récupérer et il faudra les presser avant de les mettre dans les fûts, dans les barils. Là, au début, vous ne pouvez presser que 3, alors ou 5 ou 8, enfin ça dépend si vous avez réussi à avoir un petit bonus de départ, mais par défaut ce sera 3. Et vous aurez beau avoir énormément de raisins, si vous pouvez presser que 3 unités, ça va pas vous avantager. Donc on va pouvoir augmenter, grâce à l'action numéro 2, la capacité de pressage. Ici, on va mettre en fût, donc on va récupérer de nouveaux fûts comme ceci, hop là, des tonneaux, je pense que tonneau est un terme plus adapté d'ailleurs, hop là. Et ici, vous voyez qu'à chaque fois vous avez un emplacement pour mettre 3 petits cubes de raisin. Nous allons avoir l'action numéro 4 qui, depuis votre cave, la petite porte comme ceci, c'est la cave. Vous allez pouvoir valoriser certains types de cépages. Donc par exemple, moi je dis, je valorise ceci, hop là. En fait, en valorisant des vins, ils vous font gagner plus de points, tout simplement. On va pouvoir faire les livraisons, et donc là c'est un des moyens principaux de faire des points de victoire, parce que vous allez livrer votre vin alors en France, en Europe et de par le monde. Ça va être ici via des cartes que vous allez récupérer dans cette zone. Et donc ici on va pouvoir récupérer alors soit 2 cartes de la ligne du bas, soit une carte n'importe où. Ça va vous faire plus ou moins de points suivant si vous livrez plus ou moins loin, sachant que quand vous livrez en France, par exemple ici, on va livrer de main à la main, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici en Europe, donc je vois Belgique, Espagne, ça fait potentiellement un peu plus de points, un peu plus de récompenses, mais vous voyez qu'il y a un petit -1 comme ceci avec une petite feuille verte entre les mains, mais en fait c'est votre bilan carbone, c'est votre impact écologique, alors quand vous livrez dans le monde, le reste du monde, potentiellement ça peut faire beaucoup plus de points, mais votre bilan carbone va en pâtir, et ici ça va vous faire monter, descendre sur une piste, et ça va vous faire un scoring supplémentaire final. Donc voilà, en fin de partie, attention, il peut être négatif, si vous avez envoyé que du vin de par le monde et que vous n'avez pas du tout optimisé chez vous, parce qu'il y a d'autres moyens d'optimiser votre bilan carbone dans le jeu via d'autres mécaniques. On continue avec les petites actions. Ici, c'est simplement pour mettre depuis les fûts dans votre cave, et là il y a un système qui est assez malin, c'est qu'en fait c'est du 3 pour 1, donc il vous faudra 3 noirs, va-t-on dire, comme ceci, hop là, pour faire un comme ceci, un vin. Et c'est très thématique, il faut énormément de raisins pour faire un petit tonneau, une petite bouteille de vin. Et on arrive sur les dernières actions. Vous avez les actions qui vont transformer le raisin via le pressage en vin, qu'on va mettre dans les tonneaux. Et la dernière action du jeu, hop là, qu'on a un petit peu malmené avec la caméra, c'est normal. Hop, ici vous allez pouvoir vous poser pour changer l'ordre. Donc par exemple, ici bleu ça lui plaît pas trop, il va se mettre en première position. Et puis admettons, ensuite il y a vert qui veut garder sa position. Et par défaut, l'autre il sera troisième, il va peut-être pas se mettre là du coup. Et du coup ça veut dire qu'à la manche suivante, nous aurons hop là, plutôt comme ceci, nous aurons cet ordre de jeu. Et être premier, je pense que ça peut être vraiment utile. Une fois qu'on a fait les dimanches, on va compter le score. Alors le score, ça va être essentiellement vos livraisons, on va rajouter le bilan carbone. Vous allez avoir ici des points selon toutes les diversités de vins, de cépages que vous possédez, ou dans un même type, donc et ou en fait. Il va également y avoir des petits bonus. Il y a une mécanique qui est sympa, c'est que ici, si vous avez mis un ouvrier ici, et ici vous voyez qu'il y a un petit chaînage comme ça, clac clac, je récupère un bonus. Alors ça peut être des points, ça peut être d'autres bonus, bref c'est sympa, il y a plein de petites choses à récupérer. Voilà en gros pour Age of Champagne. On n'y a pas joué, je le précise, pourquoi? Parce que j'ai grave envie d'y jouer, donc il est sur la liste à jouer, peut-être qu'on vous en reparlera prochainement, et on passe à la suite de cette vidéo.
Et nous continuons avec Mindbug. Oh, je vous en ai pas mal parlé celui-ci. Si vous avez suivi les vidéos depuis le début de l'année, je vous ai dit que c'était le prochain jeu de Richard Garfield, le papa de Magic. Alors j'ai un petit peu menti parce que c'est pas que le jeu de Richard Garfield. Je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est un jeu de duel, c'est un jeu d'affrontement de cartes pour 2 personnes avec des points de vie, avec des créatures qu'on invoque. Ça fait un petit peu penser à Magic, certes. C'est un jeu de Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield et Scaf Elias. Et en fait, alors je sais pas précisément lesquels, mais je crois que ce sont les 2 premiers ici, Christian Kudal et Marvin Hagen, qui ont eu l'idée du jeu, qui ont a priori alors soit eu des problèmes à l'affiner, à le faire fonctionner, soit simplement à trouver des éditeurs, je sais pas trop. En tout cas, ils sont allés voir au bagou Richard Garfield. On dit hey, on a un jeu, c'est possible que ça te parle un petit peu, est-ce que tu peux nous donner un coup de main, etc. Ils se sont allés avec une autre personne, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à 4, ils ont monté le Nerd Lab et pim, ça a donné Mindbug. En gros, n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est quand même une petite histoire assez intéressante, moi je vous l'ai faite en gros. Donc je vous l'ai dit, c'est un jeu de duel pour 2 personnes dans lequel on va jouer des créatures plus bizarres et ridicules et grotesques les unes que les autres. Les illustrations et les noms des personnages des créatures sont très très fun, en tout cas moi ça m'a bien plu. Créatures un peu chimériques qui la plupart du temps vont mélanger plein d'animaux. Comment ça se joue? Nous avons chacun 3 points de vie, nous sommes face à face. Nous avons chacun 10 cartes, j'en ai 5 dans ma pioche, j'en ai 5 en main. Et nous allons avoir 2 Mindbug qui donnent donc le nom au jeu. C'est très simple, nous allons jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, j'ai le choix entre 2 actions. Soit je joue une carte de ma main, et du coup j'invoque cette créature avec laquelle je vais pouvoir combattre désormais. Donc là le Pierre des Tombes qui est pas mal, il a une force de 7, il est coriace, ça veut dire qu'il résiste un peu au coup, et en plus il a un effet quand on le joue qui défausse. Pierre des Tombes, grosse carte. Là mon adversaire il peut me dire ok, c'est bon, vas-y, tu as ton Pierre des Tombes. Ou alors il peut me dire, j'utilise mon Mindbug, alors ça c'est les miens, mais on va dire que c'est ceux de mon adversaire, il utilise un Mindbug, clac, attention, vous pouvez le faire que 2 fois par partie, et il me vole mon Pierre des Tombes. Désormais il est à mon adversaire, il va me taper avec. Pas cool, et en plus il va bénéficier de l'effet joué, l'effet d'arrivée en jeu, donc c'est vraiment pas à mon avantage. S'il fait ça quand même, néanmoins je vais pouvoir quand même refaire un tour. Alors que pourrais-je faire à ce tour? Je vous l'ai dit, je pourrais à nouveau tenter d'invoquer une créature, à nouveau je pourrais me la faire voler, mindbugger ou pas, ou alors, deuxième action possible, c'est décider d'attaquer avec une de mes créatures. Donc c'est très simple, hein. Soit vous jouez une carte, et on peut vous la voler, ou pas, soit vous attaquez avec une carte. Quand vous attaquez, votre adversaire, il va décider de bloquer avec une de ses créatures, c'est lui qui choisit, ou alors il n'a pas de quoi bloquer, ou il veut pas bloquer, il perd un point de vie, brut. Il n'y a pas d'histoire de force qui va faire plus ou moins de points de vie. C'est ça la force de Mindbug, c'est que les règles sont incroyablement simples et épurées. Il y a quelque chose comme 5 mots-clés. Oui. Il y a des effets quand on joue, quand on défausse, quand la créature est détruite. Il y a 3 points de vie, c'est des parties de 10 minutes à 20 minutes. Et en fait, tout ce qui va faire l'intérêt, c'est quand même comment vous jouez vos créatures et ces fameux Mindbug qui donnent le nom au jeu. Parce que tout est là. Parce que votre adversaire, il peut vous balancer des grosses créatures super fortes. Si vous les prenez et vous les retournez contre lui, c'est bon quoi, je veux dire, ça s'équilibre relativement tout seul. Alors, les 10 cartes qui font votre deck, soit on les reçoit au hasard en début de partie, soit ce que vous pouvez faire dans les règles, ils disent vous les recevez au hasard en début de partie. Si ça vous frustre un petit peu, vous pouvez faire un petit draft, moi c'est ce que je fais souvent, soit je pioche 2 cartes, j'en garde une et je jette l'autre, soit j'en pioche 3, j'en jette une, j'en donne une à mon adversaire et j'en garde une pour moi. Enfin, il y a plein de moyens de vous approprier le jeu. Ça peut être un bon moyen de faire découvrir les jeux de bagarre un peu à la Magic comme ça avec des créatures, ça s'y prête vraiment très bien parce que c'est particulièrement accessible et franchement qu'est-ce que c'est fun. Moi j'ai découvert le jeu il y a un certain temps aujourd'hui et franchement j'en suis tombé amoureux tout de suite. Alors je suis méga content de vous proposer le Mindbug en boutique et je passe la main à Alice. Voici le micro sacré. J'ai le micro sacré. Ça veut dire que je peux vous présenter la dernière nouveauté enfant. Ça faisait fort longtemps que nous n'avions pas eu de nouveauté enfant. Je sais pas si on en a eu depuis le début de l'année, vraiment. Je sais pas, j'ai pas de souvenir. En tout cas, il y a Maurice le Dodo qui aurait dû arriver aujourd'hui, mais bon, petit retard de livraison. Maurice le Dodo, je vous en ai parlé dans mes coups de cœur du Festival de Cannes. Donc normalement, il sera dans la story de Instagram demain. Et sinon, on vous le présentera la semaine prochaine. Je vous le présenterai la semaine prochaine. Et oui. Donc maintenant, Gardien des saisons. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau des Space Cow. Vous savez, les Space Cowboys, mais pour les enfants. Donc c'est avec une vache cette fois.
À partir de 7 ans, 2 à 4 joueurs, 40 minutes par Julien Santis et Anaïs Reynaud. Alors, c'est un jeu coopératif. Vous avez déjà, ça commence bien, vous avez ici, hop, 5 histoires, oui 5 parce que je sais à peu près compter, 5 histoires, et en fait dès le début de partie vous allez en choisir une d'enveloppe qui aura eh bien son but, même des fois sa propre petite mécanique, etc. La orange c'est celle qui est conseillée pour le début, pour votre première partie, et en gros à l'intérieur ça ressemble à ça, c'est on vous prend par la main, hein, c'est prenez les cartes aventure jusqu'à la carte stop, donc la carte stop elle est où? Elle est là, hop, et après ça vous dit lisez ce petit texte, puis retournez la carte, etc. Là, on va vous donner l'objectif. Donc l'objectif, ça va être de récupérer ces 4 objets dans les différentes saisons, parce que vous êtes les gardiens des saisons, donc ça va être trop cool parce que vous allez vous balader dans les 4 saisons. Les 4 saisons sont représentées par quoi? Eh bien, par 4 pages de livres. Waouh, c'est trop beau. Voilà, ça déjà, c'est l'effet waouh. Alors attendez, parce que moi, je déteste l'avoir dans la main, le micro, comme Antoine, donc je vais me l'accrocher. Voilà, c'est mieux. On va incarner, eh bien tous ensemble, on va incarner les 4 personnages qui sont les 4 gardiens des saisons. On a Meryl, la grenouille, Peck, la souris, Sam, le lapin, il est un peu chelou, et Misha, l'ours. C'est particulier, comme vous voyez, c'est pas le même rapport de taille, hein. Vous avez 3 petits trucs et un gros ours. Misha, c'est bien parce que Mishka, ça veut dire ours en russe. Ouais, bah voilà, Misha, c'est marrant, elle a la même taille en pion que les autres qui sont des micros. Bon, c'est pas grave, c'est un jeu pour enfants, on va pas parler de ça. Mais au milieu, vous avez le loup ici qui veut essayer de vous capturer. Regarde le petit zoom là sur le loup, il est pas genre trop stylé. C'est un loup noble avec la petite collerette, mon gars. Bon bref, on passe ce petit détail. Les objets vont être planqués là dans les petites maisons ici. Donc au début ils sont mis face cachée au hasard. Dans chacune des maisons il y en a 3 par saison, et on va se déplacer. Donc normalement au début de la partie vous piochez un petit jeton qui vous dit où vous commencez, dans quelle saison. On va dire qu'on commence dans la saison ici même, qui est donc l'automne. L'automne, donc ça se voit hein, aux petites couleurs. On va normalement tous commencer à la petite maison qui est ici. Hop, il y a une petite maison de départ. Et on va eh bien, se déplacer tous ensemble, puisque personne ne contrôle un seul personnage. C'est tout le monde, on contrôle les 4. On va avoir ici ce qui va vous faire en fait votre partie. Le petit livre, hop, à chaque tour, vous allez tirer une carte que vous allez mettre de l'autre côté. Ça va vous dire comment les personnages vont se déplacer et si le loup se déplace. Donc ici, on a de la chance déjà. Le loup, c'est toujours celui qui est activé en premier. Ici, il ne se déplace pas. Une autre carte que je vais prendre en exemple, il se déplace d'exactement 2 cases et il va toujours aller vers le personnage le plus proche. Le plus proche, c'est-à-dire en nombre de cases. Vous comptez s'il faut. Hein. Moi, par exemple, je dois compter parce que je suis très nulle en calcul. Mais si c'est à égale distance, c'est vous qui décidez ensemble vers quel gardien des saisons il va aller. Maintenant que vous avez activé le loup, eh bien vous allez faire avancer vos personnages. Tu peux rezoomer par là-bas parce que, eh oui, hop, j'ai pas encore fini par là. Donc vous allez eh bien voir dans ce sens. Hein, il faut vraiment le faire dans l'ordre indiqué par la flèche. Donc d'abord je vais déplacer Meryl de jusqu'à 2 cases. Eux, contrairement aux loups, les gardiens, ils ont un peu une marge de manœuvre. Là, du coup, le petit lapin, je sais plus comment il s'appelle, Sam, va se déplacer jusqu'à 6 cases dans les directions dans lesquelles il veut. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages ont leurs petits pouvoirs et certains scénarios vont aussi leur rajouter d'autres pouvoirs, c'est sympa. Les pouvoirs, souvent, c'est de pouvoir passer par des raccourcis. Les raccourcis sont, eh bien ça c'est, attendez, hop, normalement chacun a son petit pouvoir, voilà. Sam, il va pouvoir passer par les petits chemins de papates qui sont... Ceux-là ? Non, ça c'est le loup, j'arrive pas à trouver mon exemple. Bon, voilà, là, Meryl, elle passe ici, parce qu'il y a des petites pattes de grenouille, c'est la seule qui peut passer par ici. Voilà. Et le loup, oui, lui, par contre, attention, parce qu'il peut vous feinter, mon gars, et arriver direct ici. Et c'est le seul à pouvoir emprunter cette route, hein. Attention, attention. Vous allez donc déplacer vos petits bonhommes. Le but étant, justement, d'aller dans les maisons. Dès que vous arrivez dans une maison, hop, vous révélez le petit objet et vous le mettez dans votre coffre. Votre coffre, vous voyez, il est limité à 4. Donc, si à un moment, vous avez 4 objets que vous voulez en ajouter un 5e, vous en défaussez un. Comme vous avez besoin que de 4 objets pour remplir l'objectif, bah, vous balancez ceux dont vous n'avez pas besoin.
Donc vous savez pas où sont les objets dans quelle saison, donc vous allez chercher. Comment ça se passe? Eh bien pour changer de saison, il va falloir se retrouver dans les petits portails ici pour aller à une saison particulière. Par exemple, si on veut retourner au printemps, donc la page d'avant, il va falloir qu'on se retrouve tous sur un portail qui mène au printemps. Parce que vous voyez, il y en a qui mènent à d'autres saisons. Soit... Elle est là aussi. Oui, tout à fait. Soit vous allez tous sur un seul portail, soit vous vous divisez, mais du moment que c'est un portail qui mène à la même saison. Quand on est tous sur les bons portails, hop, on tourne. Attendez, on enlève le loup parce que lui il va se téléporter autrement. Hop là, et voilà, nous sommes au printemps. N'est-ce pas magnifique? Le loup, il va, en fait, vous allez tirer la nouvelle carte et il va vous dire sur quelle case il apparaît. Hop, vous voyez le 4, il y a un 4 là, ici. Hop là, il arrive ici. Ok. Ce qui est intéressant aussi avec les petites maisons, quand vous allez récupérer les objets, eh bien, en plus de récupérer l'objet, vous allez être à l'abri du loup. Donc ça veut dire que même s'il était près de vous, et là maintenant vous êtes planqué, donc il va s'approcher de l'autre gardien le plus proche. Le petit truc, c'est que vous pouvez tous être planqués du loup à un moment, si vous voulez, vous pouvez être plusieurs sur la même maison. Et quand il a personne à attraper, il va se diriger vers sa roulotte qui est ici, et il va attendre qu'il y ait des gens à capturer. Okay. Jusqu'à ce que quelqu'un ressorte de sa cachette. Comment on fait ensuite? Eh bien, le loup, si à un moment il va sur votre case, pouf, il est capturé, le gardien. Une des manières de perdre, parce qu'il y en a plusieurs, c'est d'avoir tous les gardiens de capturer. Hop, c'est finito pepito. Autre moyen de perdre, c'est que la pile ici soit vide. Donc il ne faut pas prendre son temps, les amis, il faut se grouiller un petit peu. Une seule manière de gagner, c'est de récupérer tous les objets et de retourner sur la maison de la saison qui est désignée par l'objectif. Donc voyez-vous, ici il va falloir rapporter les objets dans les bonnes maisons. Donc il va falloir récupérer les puisettes et aller dans la maison pour l'y déposer, ramener les bottes dans l'automne, etc., etc. Donc en vrai, ça c'est le scénario de base. Moi je trouve que déjà c'est pas mal dur, hein. Ouais. Même pour moi en tant qu'adulte, gagner, alors les mécaniques ça va, c'est pas trop dur, même si le switch de plateau faut le prendre en main, mais bon, c'est pas pour rien que c'est à partir de 7 ans quand même, hein. C'est pas 5 ans, c'est 7 ans et c'est coop. Ça veut dire que même si les enfants ils galèrent un peu, bon, on peut s'entraider. Mais gagner, waouh, ça a l'air chaud patate, hein, même dans le scénario de base. Et imaginez, il y a tout ça. Alors la dernière enveloppe, elle est fat, elle est très très grosse. Il y a plein de trucs, je ne l'ai pas ouverte et je ne vous l'ouvrirai pas devant vous parce que c'est du spoil. Mais voilà, l'effet waouh de ce petit jeu, moi je trouve que c'est les pages qui se tournent. C'est trop bien. Voilà, c'était les gardiens des saisons. Et on se retrouve derrière le comptoir pour vous présenter une nouvelle extension, la dernière, la troisième, extension Glory de Sagrada qui rajoute plusieurs modules, des modules qui vont beaucoup jouer sur l'interaction entre les joueurs, notamment il va y avoir des objectifs un peu à la Welcome to the Moon ou Welcome to court. Quand on est premier arrivé, premier servi, on marque plus de points. Ça c'est le module précurseur je crois. Il y a un autre module qui va permettre de jouer avec de la Discord, donc ça va être des dés noirs un peu spécifiques qui vont avoir leurs propres contraintes. Il va y avoir deux autres modules dont j'ai totalement oublié les règles parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer, les ornements qui vous permettent de remplir des objectifs bien spécifiques pour gagner des faveurs supplémentaires, donc 1 à 2 faveurs, donc ça c'est plutôt cool pour justement vous arranger vos petits objectifs. Bref, c'est une nouvelle petite extension qui rajoute pas mal d'interactions entre les joueurs, ça fait toujours plaisir quand on joue à Sagrada. On a une autre petite extension qui est celle-ci, l'extension Smash Up, les pingouins, parce que la dernière fois c'était sorti les moutons, et là maintenant c'est les pingouins qui arrivent. Qu'est-ce que cela ajoute? Eh bien c'est marqué dessus, des pingouins. Qui boivent du cocktail. Sûrement, de toute façon, du martini. Dans Smash Up, ce qui m'intéresse souvent. Attends, c'est hyper bien, ils boivent du martini. Ah oui? Ah bah oui, là sur la face il a même des petites olives dans, son verre. Je pense que c'est une référence à Cobblepot sûrement. Ah bah oui, là on dirait grave le pingouin de Batman. Hein. Ah, j'espère bien. Souvent voilà, ça rajoute toujours, c'est toujours ça qui est bien dans Smash Up, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un nouveau type de deck, vous avez toujours envie de trouver le meilleur combo avec une autre faction intéressante. Donc sachez que suivant les moutons, il y a les pingouins aussi qui sont arrivés. Je crois que c'est tout, mais toi tu as peut-être des trucs à dire. Oui, on a des trucs, il y a encore les petites nouveautés là qui sont arrivées la semaine dernière, mais on en avait pas parlé, on va en parler. Du Flesh and Blood en version française, on a les History Pack 2 qui sont enfin arrivés, et on a les decks de Blitz. Enfin, alors le enfin, et voilà, il vient du fond du cœur, parce que
bah, ce sont des decks tout faits et c'est quand même bien pratique quand on commence Flesh and Blood parce que bah, les boosters en fait souvent vont servir à ajouter des cartes sur un personnage qu'on possède déjà. Alors on peut faire un personnage avec des boosters mais il en faut plein et du coup c'est un peu random, on subit un petit peu. Alors il y a toujours moyen de faire des choses et c'est aussi ça la magie de Flesh and Blood, c'est que vos personnages, parce qu'on joue des personnages, c'est pas comme Magic où on invoque des créatures, on joue des sortilèges, etc. Là vous avez vraiment incarné votre personnage, il est vraiment personnalisé, personnalisable à l'extrême. Bref, voilà, donc ça c'est arrivé en français enfin, hop là. Et on va terminer la vidéo avec deux petits trucs à vous dire. Le premier truc à vous dire c'est abonnez-vous et mettez des petits cœurs. Il faut y penser à ça parce que en regardant les stats un petit peu, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui nous regardent fréquemment mais qui sont pas nécessairement abonnés. Et pour nous bah, c'est vraiment hyper important, ça nous fait plaisir quand on voit cette jauge des abonnements qui augmente, c'est significatif en termes de chiffres mais aussi dans notre petit cœur c'est significatif, donc n'hésitez pas à penser à mettre un petit abonnement et puis un petit like si vous avez apprécié cette vidéo bien évidemment. La deuxième chose c'est que vous ne me verrez pas dans les vidéos pendant 2-3 semaines. Alice et Alex vont assurer les vidéos à deux, les focus, les tops, etc. Calmos. La boutique, bref. Parce que j'ai des petits soucis de santé, rien de grave, des petits soucis respiratoires qui créent quand même pas mal de fatigue et de problèmes d'élocution que je cache comme je peux. Rien de grave, je suis de retour dans 2-3 semaines, un mois, je sais pas trop. Petite surprise peut-être. Ça fait marrer les collègues. Les médecins m'ont annoncé que peut-être je changerai de voix, c'est possible. Peut-être j'aurai une voix un peu plus aiguë, je sais pas, ou ma voix changera pas du tout. C'est un peu la surprise. Ah, voilà, bref. Mettez un commentaire en disant si vous avez hâte ou pas, vos pronostics de s'il va avoir une voix qui change. Je serai un peu en convalescence et donc je vais pouvoir jouer au jeu que je vous ai promis de jouer, genre Lovecraft, ça fait que c'est arrivé à la boutique il y a un mois et demi. Je vous ai dit je joue hyper vite et je vous en parle. Résultat, j'ai pas pris le temps parce qu'on fait 1000 choses. C'est ça. Je vais avoir le temps d'y jouer parce qu'en solo, c'est pensé pour le solo Wado, donc c'est parfait. Il y a d'autres jeux solo dont je m'engage à jouer, peut-être pas, mais je vais essayer d'y jouer en tout cas, parce que déjà ça me ferait plaisir et on pourra vous en parler. Il y a Black Orchestra qui sortira prochainement chez Matago, c'est un jeu dans lequel vous allez ourdir un complot afin d'assassiner Hitler, et si vous y parvenez, vous avez gagné. Thématique très cool, franchement, très faut le dire. Et Earth, qui a aussi un mode solo, mais on peut jouer jusqu'à 5, qui est un gros jeu de gestion relativement expert, avec un thème très nature, comme vous voyez dans le thème. J'espère pouvoir y jouer pour vous en parler, pour qu'on fasse des petits focus, etc. Mais d'ici là, ça se trouve, Alice et Alex, vous y aurez joué aussi. Mais voilà, cette histoire de vous teaser en fait un petit peu avec ce Black Orchestra et ce Earth qui sortiront prochainement, et le Lovecraft qui est déjà à la boutique. D'ailleurs, merci aux éditeurs, à Matago et au Lucky Duck, de nous envoyer ces boîtes en avant-première. Hein. Ça, vraiment, merci beaucoup. Très cool. Voilà. Je crois qu'on a fini cette petite vidéo. Tout à fait. Eh bien, on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.